Egon, aux portes des Alpilles, à un pont de Cavaillon, est un petit village où fleurit une constellation de petits mas tranquilles, parmi lesquels ronronne le mas des Chachas. Entre deux rébuffades de Mistral, on touille la terre avec passion. Les instants d'humeur sont des instants d'humour. La vie y est difficile, parfois cocasse, et le temps s'égrène entre les légumes, le verger et les rites de la culture de Sa Majesté, le melon de Cavaillon. L'eau miraculeuse détournée de la Durance nourrit depuis belle lurette les riches terres limoneuses des maraîchers pour en faire un paradis de jardins et de vergers. Depuis l'arrivée du PLM à Cavaillon, des Parisiens ont acheté la vieille Bastide Saint-Jean. Monsieur le Roi est le directeur des Halles de Paris. C'est un homme jovial qui aime se promener dans ses terres, comme un roi, disent les paysans. Le roitelet, la Parisienne a un nez tout pointu. Il n'en faut pas plus pour leur trouver des surnoms. La Pétouse, roitelet en provençal, et Madame le Lombec font le tour du village. Monsieur le Roi, tout naturellement, a rebaptisé la maison la Bastide de la Pétouse, donnant ainsi une bonne leçon aux villageois. Monsieur le Roi vient de faire affaire avec mon père pour servir les Halles sans passer par le marché de Cavaillon, une aubaine pour le mas des Chachas. L'habitation du mas des Chachas est une vieille ferme en tapis, très friable, soutenue à l'arrière par des pialons. Au sud, la chambre des parents, la cuisine et sa gâtouille et la grande pièce de vie. À l'étage, les deux chambres des tantes. Et plein nord, celle des Nistons. À force de travail acharné et d'économie, le grand-père a fait bâtir les deux ailes en pierre. À droite, l'écurie, qui nous amène l'été son lot de mouches. Puis une remise où l'on entrepose les conserves de légumes, de fruits et coulis de tomates, les patates qu'il faut dégriter et les barriques de vin que mon père fait venir de Châteauneuf-du-Pape. Et au bout, le lavoir avec ses deux grandes piles qui servent à la bugade mais aussi au nettoyage des légumes l'été. Au-dessus, la finière qui donne sur le niveau supérieur de la route pour engranger les coupes de foin sec. À gauche, au bord de la route, le poulailler. À l'étage, toujours sur la gauche, on voit le chambron pour loger les ouvriers agricoles en saison. Et en dessous, la pièce qui sert de calibrage pour les fruits et les légumes. Une profusion d'odeurs et de senteurs de fruits mûrs fanés. C'est là que nous sommes obligés de passer en sortant de la maison pour atteindre le Cagadou. Vous vous souvenez de Giovanni Zarbula et d'Isanbo de la ferme des Chanins dans le Queyras? Ce printemps, ils ont suivi le Guy et la Durance pour atterrir chez nous. Giovanni est un cadrannier, un artiste, un peu maçon, un peu physicien. Il trace le cadran en pleine lumière, avec pour devise « Sans le soleil, je ne suis rien » et peint au-dessus deux grives pour symboliser le mas des Chachas. Tout l'été, j'ai aidé à satisfaire les exigences de la terre. Tous les jours, Pauline, ma mère, a fait le bilan des récoltes qui ont rempli le bas de laine, permettant à mon père d'acheter un deuxième cheval pour les labours. Les premiers frimas freinent l'activité agricole. Pour les hommes, c'est le moment de préparer les tables de haricots, de pommes d'amour, d'aubergines.
les couches pour planter Sa Majesté le melon de Cavaillon primeur. Il faut aussi réparer les châssis cassés par le Mistral ou la grêle. Mon père dit toujours, si tu veux connaître la richesse d'un paysan, compte ses châssis. Ici, mon père Henri négocie avec le marchand de Condorce qui servent à faire les haies qui protègent les cultures du Mistral. Toutes les cousines de maman sont arrivées. Mireille du Moulin des Baux, Anaïs de la Calanque des Gabiens et Jeanne du Queyras. On va tous se régaler avec les truffes du père Guérin le rabassier. Il raconte aux cousines les secrets de la légendaire truffe qu'on appelle ici la rabasse. Les cousins, eux, ont suivi mon père jusqu'au gabion. Ah, le chacha, c'est sacré! Au poste ou à la passée, les grives conservées jusqu'au jour de Noël sur la fenêtre de ma chambre, située au nord, trôneront en brochettes juteuses sur la table des fêtes. Alors que toute la famille festoie bien au chaud dans le mas, Marie a du mal à trouver une position confortable sur l'âne qui la transporte depuis plusieurs heures déjà sur le chemin des muletiers. « Arrêtons-nous, il y a une ruine ici. » Joseph soulève le rideau du gabion. « Eh non, c'est pas bien ici. Je vois une remise un peu plus loin sur le chemin. » Le hangar a l'air grand et confortable. Dos au Mistral, les rafales glaciales ne rentrent pas au fond. Marie s'approche du vieux bœuf qui est là, profite de la chaleur de son souffle et à minuit, elle met au monde son fils, entre le bœuf et l'âne. Elle le couche délicatement dans une cagette remplie de paille qui d'ordinaire protège les melons. Un bruit confus vient soudain perturber la réunion de la famille. Une étoile gigantesque s'est arrêtée sur le hangar. Les cousines, curieuses comme des paix, voient des bergers qui débordent d'enthousiasme. La joie illumine leurs visages. Elles les écoutent, toutes étonnées. Ces bergers racontent qu'ils étaient sur leur colline avec leurs troupeaux lorsque quelque chose d'extraordinaire leur est arrivé. Au beau milieu de la nuit, un ange rayonnant de la gloire de Dieu leur est apparu. L'ange leur a dit que le Christ venait de naître, ici, et qu'il le trouverait dans le hangar du mas des Chachas. La nouvelle s'est propagée, et tous les petits paysans et maraîchers des Alpilles et du Comtat accourent vers le mas pour voir cet enfant, source d'espérance.